Bonjour. Élection présidentielle et législative, question juridique. Des très nombreuses réponses que j'ai eu à apporter ces temps-ci au quotidien sur toute une série d'aspects juridiques propres à ces élections. Alors je me suis dit, tiens oui, on va en parler ensemble. 1. Sur le calendrier électoral. Le calendrier électoral qui s'affiche là, c'est quoi? C'est les législatives le 12 et 19 juin, sénatoriales en 2023, européennes en 2024, et puis les élections locales, municipales 2026 et départementales régionales 2027, avec ou sans institution d'un conseil territorial. Ce qui fait d'ailleurs que l'on a une longue période avant d'avoir des élections intermédiaires réellement pouvant incarner une censure de gouvernement. Mais ce n'est pas sur ça évidemment qu'on m'interroge ces jours-ci. On me dit « Ah mais qu'en est-il de cette question, de cette rumeur comme quoi il y aurait peut-être une dissolution ?» Regardons les textes. Si jamais il y a une dissolution, le délai d'élection générale est de 20 jours au moins et de 40 jours au plus après la dissolution. Versus le régime actuel, qui est 20 jours au moins et 35 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice. Ça veut dire que le gain serait de quoi? Allez, à peu près 15 jours. Il y a différentes manières d'essayer de tirer le calendrier pour toute une série de conséquences politiques, de débats, de fragilité en contentieux électoral. Donc, au-delà du fait que cette hypothèse a été présentée comme improbable par le président de la République en exercice lui-même, on est sur une hypothèse qui changerait le calendrier de 15 jours. Donc oui, on en a beaucoup parlé, oui, une note est sortie des services de l'Assemblée nationale sur ce point, mais ça reste peu probable et ça ne changerait que de 15 jours. Deuxième élément, beaucoup de questions m'ont été posées ces temps derniers sur l'organisation de cette campagne électorale, donc je voudrais revoir avec vous 2-3 sujets. 1. Non, les entreprises, comme vous le savez, ne financent pas les partis politiques et les dons des personnes physiques sont très vite limités, 4 600 €. Donc, halte aux infox. Première chose. Deuxième chose, est-il légal? On voit des tas de partis politiques de tous bords qui achètent à Facebook ou Twitter de quoi booster la diffusion de certains posts. C'est légal ça? La réponse est non. Alors pourquoi ils le font? Parce que les sanctions pénales ne sont mises en œuvre que dans des cas beaucoup plus gros, pour des dépenses beaucoup plus grosses, et que le juge ne va pas estimer que cela change quelque chose de manière notable au résultat de l'élection. Probablement, en tout cas d'habitude il ne le fait pas, et que ne pas avoir pris en compte dans les comptes de campagne ces sommes qui sont modiques, en réalité ne change pas grand-chose. Donc, est-ce que c'est illégal? Oui. Est-ce que c'est censuré? Pas vraiment. Est-ce que c'est satisfaisant? Sans doute que non. Et puis, même raisonnement, mais avec quelques différences, sur les véhicules de publicité électorale. Certains candidats, notamment un candidat important, a utilisé, une candidate, des véhicules de publicité électorale qui se déplacent. Là, c'est clairement interdit, non pas pour les règles que je viens d'évoquer, mais pour des raisons de règles relatives à l'affichage sauvage. C'est illégal, le Conseil d'État l'a clairement posé le 30 décembre 2021. C'était pas nouveau d'ailleurs. Ce qui se passe, c'est que, est-ce que ça suffit pour changer les résultats de l'élection? À voir au contentieux électoral. Rarement sur une très grande élection comme l'élection présidentielle. Ceci dit, ça fait une très grosse dépense, qui elle n'est pas prise en compte dans les comptes de campagne, et qui, surtout, peut entraîner, dans certains cas, du pénal. Je vous ai mis toute une série de détails là. Donc là, pour le coup, on est sur un jeu avec les frontières juridiques qui est beaucoup plus dangereux en électoral, en financier et en pénal. C'est beaucoup plus surprenant de voir des candidats tenter pareille aventure juridique. Ce qui me conduit à un autre aspect sur lequel on m'a beaucoup interrogé, c'est finalement les comptes de campagne, comment ça marche? Alors, sans doute que l'immense majorité d'entre vous avait bien ça en tête, mais quelques rappels tout de même. Les recettes ne peuvent être que les prêts, les dons des partis politiques, où il y a un régime d'association de financement électoral aussi, et puis les dons des particuliers que j'ai évoqués tout à l'heure et qui sont plafonnés. Du côté des dépenses, on a les dépenses électorales dont la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques s'assure de la régularité. Notamment, est-ce que je n'ai pas des factures qui en cachent un cadeau, des rabais qui seraient des cadeaux de la part de l'entreprise? Le candidat est ensuite remboursé du montant arrêté par cette commission à hauteur de son apport personnel, c'est-à-dire versement personnel et emprunt du candidat remis au mandataire, et il n'aura le remboursement que dans la limite de 47,5%. Et encore faut-il qu'il ait respecté les règles de compte de campagne, notamment qu'il n'ait pas dépassé les plafonds. Problème rencontré par Nicolas Sarkozy, par exemple, il y a quelques années. Et en dessous
de 5%, le remboursement n'est que de 4,75%. D'où l'importance de ce seuil de 5%. Et d'où l'importance aussi, pour ceux qui n'ont pas, qui veulent être prudents financièrement, de dépenser d'abord moins que le plafond en intégrant une marge de réintégration éventuelle. Bien sûr, ça c'est la base. Et de ne pas dépenser plus que ce qu'on aura comme remboursement, ou comme don, comme apport. Donc ça veut dire qu'on prend le plafond, et on essaie de dépenser pas plus que ces fameux 47,5%, plus les montants qu'on a récupérés des partis politiques, et qui ont eu des financements même très contrôlés, et des dons des particuliers. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Ces partis eux-mêmes sont financés notamment à proportion du nombre de députés. D'où l'importance des grandes manœuvres qui commencent maintenant pour les législatives, bien sûr. Et on va rappeler que les particuliers ne peuvent plus accorder de prêts, parce qu'il y avait des prêts qui n'étaient pas forcément récupérés après, ce qui était une triche. Et les établissements bancaires doivent être domiciliés dans l'Union européenne pour de vrai, et non pas dans l'Union européenne, mais avec en réalité des États hors Union européenne derrière. Et ces prêts doivent être remboursés, même s'il y a des faillites commodes. Donc, on a un cadre aujourd'hui qui ne vraiment prête que très rarement et marginalement à des grosses triches. C'est très encadré. 4. Ah ben oui, mais que se passe-t-il si une des deux personnes que nous avons tous en tant que citoyens placés au second tour se retrouve empêchée ou décède? Eh bien, réouvrons notre constitution. Dans ces cas-là, ça sera au Conseil constitutionnel, avec toute une série de règles, de prononcer le report de l'élection, y compris le premier tour. C'était ça la question qui parfois m'était posée ces temps-ci. Et puis quelques rappels sur le contentieux électoral. On a une compétence du Conseil constitutionnel séparée sur le décret de convocation des électeurs, il y a eu un contentieux, la liste des candidats, et là, seuls ne peuvent engager un recours que ceux qui ont eu au moins un parrainage. Il y a ensuite le contentieux électoral classique sur le résultat du premier et second tour, et un autre type de contentieux sur les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans un délai d'1 mois, et seuls les candidats concernés peuvent attaquer. D'ailleurs, il y a eu quelques décisions récentes sur la liste de candidats. Ne pas confondre ces étapes-là avec les autres contentieux qui sont, eux, sur l'inscription sur les listes électorales, bien sûr. Voilà, je voulais évoquer ces différents points avec vous. Bon courage, bon vote, quel que soit le sens de votre vote, dans 15 jours. Mais nous, ensemble, on se retrouve dans une semaine avec un format plus classique, avec un dossier consacré à la continuité écologique des cours d'eau, au lendemain de la loi Climat Résilience. Merci, à bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques par André Associé pour VK. Pensez à vous abonner. À bientôt, au revoir.